Bonjour à toutes et à tous. On va démarrer, il est pile 13h15. On a Guillaume Gilles avec nous pour un petit quart d'heure. Donc, je vous invite à poser vos questions. On va démarrer, si vous voulez bien, avec Arnaud Valadon. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que la Hongrie a préféré vous jouer plutôt que la Norvège? Parce que hier, ils ont, allez, on peut le dire, balancé le match avec autant de joueurs cadres au repos. Ouais, c'est leur choix. Alors, le premier sentiment est de se dire, bon, c'est dommage dans la préparation de notre quart de finale, on n'aura pas eu l'occasion d'avoir un vrai match à se mettre sous la dent entre les deux équipes que l'on risquait de rencontrer. Donc, c'était un peu ça, un peu de déception de ne pas pouvoir voir ce match qui aurait pu être très sympa. Et puis après, le sentiment, c'est de se dire qu'ils ont fait un choix, quelle que soit la raison de ce choix qu'on ne connaît pas, hein, qu'on peut imaginer. Je trouve que c'est rarement une bonne décision que de calculer, que d'essayer d'imaginer qu'en en prenant une option, on va se mettre dans de meilleures dispositions. Donc j'espère que demain, on sera en capacité de leur montrer qu'ils ont eu tort. Ils ont eu tort de ne pas jouer jusqu'au bout. On prend une question de Christophe Delacroix. Et si vous aviez été à la place du sélectionneur hongrois, est-ce que vous n'auriez pas fait la même chose pour préserver des cadres? Même si c'est compliqué de répondre à une telle question, on n'y est pas. C'est pour ça, la réponse est dans la question, j'ai envie de dire. Je suis pas à sa place. Et c'est pour ça que je mets aussi de la mesure dans mon propos. On est observateur de l'extérieur et donc on ne connaît pas les problématiques physiques de fatigue des uns et des autres. Se sachant déjà qualifié avec en face d'eux la France ou la Norvège à affronter pour un quart de finale, on peut aussi imaginer que dans la gestion des organismes, que ça puisse être une option, clairement. Je trouve juste que c'est rarement dans les grandes compétitions internationales des calculs qui ont été payants. On enchaîne avec Yann Ilvain. Bonjour Guillaume. La Hongrie, quand elle aligne ses cadres, ça fait beaucoup sur le jeu entre le demi-centre, l'Ekahi et le pivot, Banidi. Comment tu évalues cette menace-là? Ouais, c'est leur axe fort. C'est clairement leur maître à jouer, celui qui prend beaucoup de décisions dans le jeu, que ce soit pour lui, hein, dans sa capacité à utiliser les espaces, à tirer au travers, à mettre en valeur son pivot qui a été très bon depuis le début de la compétition. Donc c'est un axe sur lequel on va être particulièrement vigilant avec plusieurs options à explorer dans la préparation, mais qui forcément le focus est sur cet axe-là, sur cette relation demi-centre pivot, parce que le jeu hongrois tourne essentiellement autour de ce binôme. On enchaîne avec une question d'Axel May. Oui, bonjour Guillaume, une question donc sur ces Hongrois. Vu de l'extérieur, on pourrait se dire c'est quand même mieux pour l'équipe de France de tomber sur des Hongrois qui sont peut-être moins habitués au match couperé que sur les Espagnols qui sont double champions d'Europe. Est-ce que du coup vous dites dans la balance, on est peut-être aujourd'hui un peu favori face à ces Hongrois? Alors, d'une part, je me pose alors absolument pas cette question. Ça ne nous avancera pas à grand-chose de nous coller une étiquette de favori ou d'outsider sur ce match-là. Mais si je me rentre dans cette analyse-là et que je regarde le palmarès des deux équipes, forcément que la Hongrie, dans les dernières années, a toujours été une équipe qui a fait de belles choses, mais qui n'avait pas trouvé de régularité. Or, dans cette compétition-là, ils ont été très stables, avec beaucoup de performances. Donc aujourd'hui, que ce soit l'Espagne, la Hongrie ou je ne sais qui, on est dans un moment de bascule dans les compétitions. Celui qui soit nous renvoie à la maison, soit nous permet de disputer deux autres matchs pour une médaille. Et donc, ce genre de considération, finalement, n'importe peu. On est là pour faire le plus grand match possible. On aura besoin d'être au rendez-vous de ce quart de finale
pour s'ouvrir la suite. Pierrick, Yvon, à toi d'enchaîner, s'il te plaît. Bonjour Guillaume. Un climat de suspicion est un peu né à l'hôtel du Centre du Caire après le match de la Slovénie contre l'Égypte, où les Slovènes avaient beaucoup de joueurs malades, intoxiqués a priori par la nourriture. Est-ce que vous faites un peu plus attention à cela? Est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe? Non, non, on sait que en changeant de lieu géographique et en changeant de nourriture, on peut être sujet à ce genre de problème et c'est clairement terrible pour notre sport qu'un match aussi important ait été aussi perturbé des faits extérieurs au jeu, extérieurs au terrain et qui diminuent une équipe, mais ça fait aussi partie de la vie en sélection hein, et des problématiques que l'on peut rencontrer au-delà du Covid. C'est vrai qu'on parle beaucoup du Covid. Là, pour le coup, c'est une bonne vieille tourista qui a sévi en une intoxication alimentaire sévère, qui a mis une grande partie de l'équipe slovène sur le flanc. Donc c'est dommage, mais on n'en fait pas de sujet particulier ici dans notre hôtel. Ça fait bientôt, je ne compte pas les jours, mais ça fait déjà une quinzaine de jours qu'on est sur place. On n'a pas eu à se plaindre de la qualité de la nourriture ou de quoi que ce soit. On est dans de très bonnes conditions. Et on espère que, bien sûr, ça va continuer comme dans ce sens-là. Yves Michel, c'est à toi. Salut Guillaume. Même si les Hongrois, on le disait, ont reposé un peu leur cadre, est-ce que tes joueurs quand même se sont bien aérés l'esprit avec cette journée supplémentaire par rapport à eux? Est-ce que c'est important cette journée supplémentaire qu'ils ont eue? Je crois que dans l'enchaînement des rencontres et des combats qui ont déjà été menés, notamment pour ceux qui jouent le plus dans notre groupe, cette journée supplémentaire, elle arrive comme une vraie bouffée d'oxygène qui permet de recharger les batteries, de bien récupérer, de se soigner et en même temps d'envisager la préparation à ce quart de finale d'une manière plus étendue, moins compacte. Et donc, ça laisse à tout le monde des fenêtres de récupération, des fenêtres où des respirations, et ce qui me semble être aussi essentiel dans une compétition telle qu'un mondial. On enchaîne avec Nicolas Lepelletier. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Bonjour. Je voudrais revenir en un petit flashback depuis la Serbie. Depuis ce moment, l'équipe de France a traversé pas mal d'épisodes de montagnes russes ascensionnelles, on va dire. Un départ grisant contre la Norvège, la blessure de Wesley Pardin, des victoires dans la douleur, et puis ce match abouti contre le Portugal. Est-ce que c'est comme ça que naît un groupe? Il n'y a pas une recette toute faite. C'est l'histoire de ce groupe. Avec ses bons moments, avec ses moments plus délicats. Mais je pense tout de même que la construction de cette équipe dans cette nouvelle configuration nécessite forcément des retards à l'allumage, des problèmes de carburation, un manque de maîtrise. Et donc, tout ça, on l'a vécu dans des phases plus ou moins grandes selon les matchs. Mais on a jusqu'à présent réussi à toujours tirer notre épingle du jeu et à continuer à avancer. Donc oui, ce groupe avance, ce groupe est aujourd'hui fort de plus de certitude dans sa capacité à bien jouer. Et c'est ça qui aujourd'hui nous donne de la confiance pour la suite et qui nous donne aussi envie de plus, envie d'aller chercher la prochaine victoire. Émeric Le Gall. Oui, bonjour Guillaume. On regardait hier la bande-annonce de TMC qui présentait le quart de finale à venir en parlant des experts. Nous, on a posé aussi la question de cette appellation qui a été créée par la Fédé en 2008 à Philippe Bana. Je voulais savoir quelle était votre opinion sur cette appellation. Est-ce qu'on peut encore parler des experts ou est-ce qu'il est temps de passer à autre chose selon vous? Je vous laisse donner un sobriquet à cette équipe. Aujourd'hui, ce qui est, les faits font qu'il y a très peu d'experts dans ce groupe. Voilà, ça
c'est une chose avérée. D'experts, cette équipe, elle en a que l'histoire et les témoins de l'histoire que sont les grands anciens qui aujourd'hui continuent d'accompagner, d'être les cadres de cette équipe. Mais c'est vrai que dans ses grandes largeurs, ce groupe aujourd'hui, il a aussi besoin de trouver son chemin, de trouver ce chemin vers la performance, de pouvoir écrire ses premières belles pages dans des compétitions. Et ça passe forcément par des résultats positifs dans les prochains jours. Une question pour Éric Michel. Bonjour, pardon. Bonjour, je sais que vous allez me répondre qu'on avance match par match, mais sachant que vous venez de loin, est-ce que ça commence à vous trotter dans la tête qu'on peut aller au bout et qu'on va peut-être aller au bout? Est-ce que c'est une idée qui commence à vous travailler, d'être champion du monde dans 4-5 jours? Qu'on soit dans la nécessité d'être aussi dans la projection, dans la préparation, dans le fait de verbaliser les différents scénarios, les chantiers qui nous restent encore à ouvrir, oui, ça nous fait penser à cette fin de compétition. Or, pour autant, dans ce moment que l'on vit aujourd'hui, on est uniquement centré sur une chose, c'est sortir vainqueur de cette confrontation face aux Hongrois, parce que c'est la seule qui pourront donner du sens aux projections que l'on peut faire sur la suite, et qu'en cas de match délicat et de défaite, ça serait retour à la maison. Donc, avant de penser à ce qui pourrait advenir dans les prochains jours, on a suffisamment de travail et de focus à mettre sur notre adversaire et sur ce match. Pas d'énergie à dépenser inutilement. Alors, on entame ce deuxième tour avec Yann Ilvain. Oui, Guillaume, comment juges-tu la manière dont Michael Guigou tient son rôle de capitaine dans cette compétition? Je suis très satisfait du comportement et de l'attitude de Mika au sein du groupe. C'est quelqu'un qui a pris de manière pleine et entière cette responsabilité d'accompagner ce groupe dans sa diversité, avec ses différentes générations, et de faire en sorte que une sorte de synthèse soit possible, que le fait de recentrer l'ensemble des acteurs autour de ce projet collectif. Et donc, il est pleinement impliqué, et c'est un vrai relais dans le quotidien, en dehors du terrain, mais aussi auprès des joueurs sur le terrain. Donc, c'est une belle collaboration qu'on est en train de vivre. Arnaud Valadon. Oui, Guillaume, sur le conseil de jeu, non pas sa composition, puisque vous avez dit que vous voulez que ça reste en interne, mais pourquoi tu as voulu formaliser ce rendez-vous avec des joueurs pour parler jeu? Est-ce que c'est quelque chose que tu avais connu dans le fonctionnement durant ta carrière de joueur? Voilà, qu'est-ce qui t'a amené à vraiment formaliser un rendez-vous clair, sachant que des discussions de jeu dans un sport co, il y en a tout le temps, mais voilà, d'avoir vraiment instauré quelque chose de cadré et précis. Ça fait partie de la structure qu'on a souhaité avec le staff donner à ce groupe, en responsabilisant un certain nombre d'acteurs dans des secteurs très, très identifiés, hein, espèce de colonne vertébrale du jeu, hein. Donc, c'est l'idée de partager nos convictions sur le jeu, sur ce qu'on souhaite mettre en place. C'est de donner la possibilité aux acteurs d'interagir, d'amener leur contribution à ce projet de jeu et de les responsabiliser. Donc non, c'est quelque chose dans lequel je crois, qui a beaucoup de sens, et qui, de mon point de vue, amène aussi beaucoup de belles choses au sein du groupe. Alors, on enchaîne avec une question de Pierrick Yvon. Guillaume, je sais que c'est pas la priorité, mais après le mondial, il y a le TQO et les JO, s'ils sont maintenus. Or, hier, le président du CNOSF a expliqué qu'il serait très compliqué pour les sportifs d'aller au Japon sans se faire vacciner. Est-ce que vous allez donner des consignes à vos joueurs pour se faire vacciner? Sinon, ils devront aller en quarantaine, probablement. Quatorzaine.
tu veux me faire réagir à un sujet où tu dis que c'est compliqué pour moi d'en parler. Et effectivement, je ne suis pas vraiment dans cette logique-là. La vaccination, oui, elle est importante pour que collectivement on puisse sortir de l'épidémie. Les Jeux Olympiques, la vaccination, ce sera des sujets qu'on pourra aborder tranquillement dès le mois de février. Mais on va laisser notre concentration sur ce qui est important, à savoir demain. On va prendre les dernières questions. Christophe Delacroix, c'est à toi. Une question un peu plus personnelle. Comment le sélectionneur s'est construit? Je veux dire par là, quelles sont ses sources d'inspiration? Et puis, qu'est-ce qui fait qu'il garde toujours son flegme? Il ne s'est pas construit, le sélectionneur, il se construit. Grosse différence. Moi, je découvre le costume, la responsabilité jour après jour, dans le travail collaboratif avec le staff. Et en inspiration, je n'ai pas de grands mentors ou de gens sur lesquels je m'inspire. J'essaie juste d'être moi-même, d'être tel que je suis au quotidien avec cette casquette-là. Alors, une question pour Nicolas Lepelletier. Oui, si on se projette au-delà du mondial, donc il y a le TQO. Là, vous avez surclassé le Portugal. La Croatie a traversé ce mondial comme un fantôme. La Tunisie a fait la Coupe des Présidents. Là, la confiance, elle est au maximum. On peut se dire, ouais, ça va être easy le TQO, non? Même réponse que tout à l'heure. Si vous voulez plus parler de compétition, dans ce cas-là, je vous laisse avec les joueurs. Mais parler du TQO aujourd'hui, ça a quand même peu d'impact, peu d'intérêt pour moi. Que ça soit la forme des nations que l'on doit rencontrer au mois de mars, il va se passer tellement de choses entre-temps que ça ne sert à rien d'aujourd'hui de partir du principe que ce TQO sera une formalité, loin de là. Cédric Caillé. Salut Guillaume, j'avais deux questions concernant Dika même. Un, quel est ton regard sur sa montée en puissance sur cette compétition? Et est-ce que cette montée en puissance fait pencher le jeu offensif de l'équipe de France vers la droite? Alors, est-ce que c'est un problème que le jeu de l'équipe de France penche vers la droite? Je ne sais pas, je ne crois pas. Quant à la performance de Dika, il est sur effectivement une compétition où il est rentré timidement dans ses premiers matchs, et au fur et à mesure que les matchs se sont enchaînés, il a trouvé son rythme. C'est quelqu'un qui a besoin de trouver du rythme dans les parties. Et quand il est en mesure d'exprimer son potentiel, ah oui, c'est quelqu'un qui court, c'est quelqu'un qui est capable de tirer de loin, de défendre. Donc c'est bien évidemment quelqu'un qui aujourd'hui apporte une très belle contribution à la performance collective. On prend la dernière question d'Axel May, s'il vous plaît. Oui, moi je voulais juste revenir sur ce conseil de jeu qui m'avait intrigué la dernière fois. On en avait parlé avec Quentin Mahé après votre intervention, et puis avec Lucas Karabatic. Les deux ont dit que voilà, il fallait pas trop, c'était un peu secret. Vous avez la confirmé que c'était quelque chose vraiment interne. Mais est-ce que ça pourrait comme ça expliquer aussi cet état d'esprit qu'on perçoit nous de l'extérieur, plutôt très bon au sein de cette équipe de France? Voilà, c'est un ensemble de choses, et ça passe notamment par un conseil de jeu où les joueurs sont responsabilisés, ils partagent ensuite avec les autres, et globalement, on le sait, quand une équipe a un bon état d'esprit, généralement, ça lui permet de faire des belles choses. Alors, pour moi, le conseil de jeu, c'est pas quelque chose de secret. C'est notre organisation actuelle qui permet, sur les questions importantes qui touchent au jeu, au projet tactique, de pouvoir échanger avec les gens, ou en tout cas avec les joueurs qui sont responsabilisés dans leur secteur respectif. Donc, au-delà de ça, rien de dément ou de très novateur dans cette idée. C'est juste qu'on l'a formalisé dans les différents cercles qu'il peut y avoir au sein de ce groupe, pour identifier les personnes, les joueurs référents des différents secteurs. Mais bien sûr que ça participe à l'état d'esprit, mais l'état d'esprit n'est pas uniquement lié à l'organisation, il est lié à ce que chacun et chaque joueur est capable de mettre dans le projet pour qu'il avance. Et aujourd'hui, sur cet aspect-là,
les joueurs en font beaucoup, donnent beaucoup, investissent beaucoup. Et c'est aussi une des grandes réussites de ce début de mondial. Merci, merci Guillaume, bien sûr. Merci à toutes et à tous. On va enchaîner avec Valentin Porte. Et vous savez que Valentin est toujours à l'heure. Voilà, Valentin est face à vous, malheureusement face à une caméra. Je vais prendre la première question de Yann Ilvain pour Valentin. Bonjour Valentin, est-ce que le spectacle du match Hongrie-Espagne t'a plu hier? Bonjour Yann. Non, pas du tout. En tant que passionné de handball, je me faisais un plaisir de regarder ce match et au-delà du résultat, je m'en fichais un petit peu, mais voir un beau match de handball entre deux très belles équipes, bah, ça m'a gâché mon plaisir. Voilà, donc j'ai même zappé par quelques moments pour tout te dire. Arnaud Valadon. Bonjour Valentin, je vais surenchérir. Est-ce que ça vous vexe de voir les Hongrois préférer vous jouer en mettant leurs meilleurs joueurs au frais? Ils préfèrent vous jouer, vous, la France. Est-ce que, au-delà d'avoir gâché ta soirée, ça vous pique un peu quand même? Ça me vexe pas parce que chaque équipe a son plan de jeu, son plan de bataille, et peut-être que le staff hongrois et l'équipe hongroise se dit qu'ils auraient plus de chances contre nous. Il faut respecter ça. Après, par expérience, ça fait quelques compètes que je joue. Souvent, ça nous fait rire parce que souvent, quand ça calcule comme ça, souvent on prend un peu le karma dans la tête le lendemain ou le surlendemain, et on se retrouve souvent à perdre les deux matchs. Maintenant, s'ils se retrouvent à nous battre demain, bravo à eux, c'est-à-dire que leur tactique aura bien fonctionné. Mais oui, c'est vrai que nous, ça nous pique un petit peu plus et on a encore plus envie de les battre du coup. On enchaîne avec Axel May d'Europe 1. Oui, bonjour. Alors pour parler de ces Hongrois, comment vous les définiriez en termes assez grand public, là, pas trop technique, mais comment vous les définiriez, ces Hongrois que vous allez affronter en quart de finale? En quelques mots, je dirais que c'est expérimenté et très physique. C'est différent de toutes les équipes qu'on a jouées auparavant. Il y a beaucoup de gros gabarits, avec beaucoup de puissance à longue distance. Donc il va falloir s'adapter avec un pivot qui pour moi est peut-être un des meilleurs pivots au monde actuellement et qui domine à son poste. Donc ouais, il va falloir s'adapter parce que c'est complètement différent du Portugal, par exemple, qu'on vient de jouer. Christophe Delacroix. On dit que le hand est un sport de mouvement et qu'il faut du mouvement. Est-ce que c'était la clé, en fait, de la montée en puissance de cette équipe de France pour sa base arrière? Moi, c'est le handball que j'aime, le handball de mouvement, le handball qui va vite, le handball, un ballon qui vit et qui passe dans les mains de tout le monde. Ça, c'est ce que j'aime. Alors, quand je vois l'équipe de France se jouer comme ça et que ça paye, notamment sur le dernier match, je peux que m'en réjouir. Donc, je suis persuadé que c'est la clé pour que notre équipe de France soit pas loin des 100% de ses capacités. Mais voilà, après, il faut s'adapter aussi à l'adversaire. Sur le Portugal, on était très remontés tous, ce qui explique peut-être qu'on ait cette débauche d'énergie rapide, mais je pense que oui, je confirme, pour moi, il faut aller dans ce sens-là, avec plus de la vitesse. Nous avons des jeunes joueurs qui demandent que ça, il faut exploiter nos capacités. On enchaîne avec Isabelle Langer, RTL. Bonjour. Même si vous réfléchissez match par match, quand on arrive en quart de finale comme ça, est-ce que dans la coin de la tête, on ne se dit pas, la médaille, elle est à portée de main maintenant? Non, c'est ce qui fait la différence par rapport aux autres compétitions. Les autres compétitions, quand on sortait de la deuxième phase comme ça, à 6 équipes, il fallait se qualifier dans les 2 premières pour aller en demi-finale. Et là, on pouvait espérer, on avait quand même 3 chances sur 4 d'avoir une médaille. Là, la différence, c'est qu'on n'est qu'en quart de finale. Donc, comme le coach l'a bien précisé, on n'a absolument rien fait. La victoire du Portugal nous a assuré un quart de finale. Un quart de finale, si demain on perd, qu'on perd dans le quart de finale ou avant, je veux dire, ça revient au même. Donc, non, la porte des médailles est encore loin. Il y a encore du gros boulot à faire. Donc, ça va passer par un très gros match demain. On n'y pense absolument pas. Il faut absolument pas y penser. Pierrick Yvon de l'AFP.
Bonjour Valentin, je sors un peu du mondial et de l'Égypte. Après l'Égypte, il y aura le TQO et peut-être Tokyo au bout. Or, hier, le président du CNOSF a expliqué qu'il serait très compliqué pour les sportifs d'aller au Japon sans se faire vacciner. En gros, ce sera soit vaccin, soit quatorzaine très stricte là-bas. Est-ce que tu as l'intention de te faire vacciner contre le Covid-19 rapidement? Voilà, là, je sors de table, je vais aller en vidéo pour préparer mon quart de finale. Tu me parles d'un vaccin, je ne sais même pas les tenants, les aboutissants, où on en est, coupé du monde qu'on est ici. Je viens d'apprendre aussi que notre président allait parler demain. Honnêtement, si j'avais la réponse, je ne te la donnerais possiblement pas, mais je n'ai même pas la réponse, je n'y pense même pas. Là, tu viens de me remettre dans la tronche, en fait, ce que j'évite depuis, depuis un moment. Je suis et on est focus dans notre compétition, et je pense que personne ici ne pense à ce qui se passe à l'extérieur. Ça nous reviendra dans la tête assez rapidement comme ça, donc laissez-nous tranquillement dans notre compétition profiter un maximum. On vit quelque chose de fou, on, on est à un niveau qu'on n'espérait pas il y a quelques temps, donc profitons-en et repose-moi la question ou pas dans quelques temps. Je rappelle que dans une trentaine d'heures, on affronte la Hongrie à 20h30 pour vous. Donc, dans cette fameuse ville du 6 octobre, on enchaîne avec Yves Michel. Salut Valentin. Si vous voulez rencontrer les Danois ou les Espagnols, ça sera qu'en finale. Alors, bien sûr, hein, sans vouloir mésestimer la Hongrie, le Qatar ou la Suède, vous êtes quand même dans une partie de tableau vraiment propice pour aller plus loin, non? Pour aller au bout. Yves, tu connais le handball, voyons. Qui avait donné avant le mondial que le Qatar serait en quart de finale aujourd'hui? Qui avait donné que le Japon ferait match nul contre la Croatie, des choses comme ça? Ouais, ne mésestimons pas les équipes qu'on joue. La Hongrie est très fort. Il ne faut pas se baser sur le match d'hier, où ils ont clairement laissé passer le match. Mais non, on les prend très au sérieux et honnêtement, je suis pas sûr. Aujourd'hui, je peux pas te dire si la Hongrie est moins forte ou plus forte qu'un Espagne ou qu'un Danemark. Donc, non, concentrons-nous sur la Hongrie avant tout et après, il arrivera sûrement, si on passe la Suède, sûrement la Suède et je les ai vus jouer. Il y a de grosses qualités aussi. Donc, non, ne parlons pas du Danemark et tout parce que dans une compétition comme ça, il y a des surprises qui peuvent arriver encore. Bon, ça vous enlève des sujets, hein. On arrête de parler Ah. du TQO et du Danemark. On va enchaîner avec Nicolas Lepelletier du Monde. Bonjour Valentin. Je voulais savoir si le match contre le Portugal avait chassé les derniers doutes, s'il y en avait, les derniers doutes de cette équipe de France, de ce collectif. Et petite question subsidiaire aussi, savoir si vous aviez fêté un petit peu quand même la victoire contre le Portugal. Alors, j'avais pas forcément de doute après l'Autriche, la Suisse et l'Algérie, les matchs un peu compliqués parce que je savais qu'on pouvait faire mieux. Et je suis pas forcément rassuré non plus après le Portugal parce que je sais qu'on a livré un très très beau match. J'étais le premier surpris et heureux. Maintenant, je sais très bien qu'on est capable aussi parfois de retomber dans nos travers, hein, comme beaucoup d'équipes. Donc, non, il y a toujours des doutes qui sont là. C'est pour ça qu'on travaille tous les jours à l'entraînement. C'est pour essayer d'engommer le maximum, on va dire. Après, ouais, on a été heureux après le Portugal. Et évidemment, on a profité un petit peu entre nous. Ça fait plaisir de voir des sourires, des rires dans le vestiaire, des choses comme ça. Maintenant, encore une fois, et comme l'a très bien dit le coach juste après, c'est que rien n'a été fait. Ce n'est qu'une victoire et une qualification pour les quarts de finale. Donc, le plus important reste à venir. Je cède la parole à Aymeric Legal pour 20 minutes. Oui, bonjour Valentin. Même question que pour Guillaume précédemment. Je voyais qu'il y avait une chaîne de télé qui présentait votre quart contre la Hongrie en parlant des experts. Je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez de cette appellation qui a été créée par la Fédé de hand en 2008. Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore pertinent de parler de ça ou est-ce qu'il est temps pour tout le monde de passer à autre chose? Oui, il est temps. Il est temps pour tout le monde de passer à autre chose. Cette époque des experts, vous l'avez connue, c'était différent. Il y avait beaucoup de joueurs qui ne sont plus là actuellement, hein. Donc non, comme honnêtement, je pense que tout ce qui est
enfin, pas des problèmes, mais tout ce qui est sujet de surnom comme ça n'intéressait pas trop l'équipe de France avant, quand elle gagnait tout. Honnêtement, ça ne nous intéresse pas non plus aujourd'hui. Donc, ça, c'est pour vous. Maintenant, non, nous, on est passé à autre chose. Les experts, je ne vais pas dire n'existent plus, ça ferait un titre fort, mais les experts, c'était avant. Nous, on est en train de reconstruire quelque chose sans surnom et avec humilité. Axel, mais c'est à toi. Oui, est-ce que vous avez eu aujourd'hui ou est-ce que vous allez avoir conseil de jeu et ensuite, alors je ne vais pas vous demander les secrets du conseil de jeu, mais on ne peut pas non plus, je crois, vous dire qui est ou pas présent dans ce conseil de jeu, mais ça fait vraiment avancer les choses, ce conseil de jeu. Le conseil de jeu a eu lieu, oui, et ça fait avancer, oui, en tout cas, ça fait pas reculer, non, ça apporte un plus, oui, ça révolutionne en rien non plus le handball, mais ça apporte un petit plus, donc c'est bien, c'est quelque chose qui est en place, qui fonctionne bien, donc on continue, hein, on ne change pas une équipe qui gagne pour le moment. On enchaîne avec C'est-à-dire, je me permettais juste de rebondir, Hubert, excuse-moi. Est-ce que ça veut dire que avec ce conseil de jeu, il y a un représentant de la défense, un représentant de l'aile, un représentant de l'arrière qui vient, et puis on dit, moi ensuite, ce dont on parle avec les entraîneurs, ensuite on fait redescendre l'info au reste du groupe. C'est comme ça, en gros, que ça se passe? C'est un bon résumé à peu près. C'est à peu près comme ça. Il y a un groupe de joueurs qui discutent, qui font une discussion en amont et qui ensuite amènent des solutions sur la vidéo collective. On enchaîne cette fois avec Yann Ilvain. Oui, Valentin, la défense, c'est la clé traditionnellement des succès de l'équipe de France. Elle est très performante, au moins sur le plan statistique, dans ce championnat du monde. Tu la trouves voilà, du même niveau ou peut-être aussi un peu changée par rapport à ses devancières? Par rapport à ces devancières. Par rapport aux précédentes versions de la défense. Je vais pas souvenir on va dire des statistiques des défenses auparavant, mais je trouve notre défense très performante, voire même monstrueuse sur quelques comment dire, phases de jeu, notamment sur le match du Portugal. Le match a été très bien préparé et je trouve les joueurs, surtout qui commencent le match, parce que je tiens à préciser que c'est vraiment l'importance dans un match, c'est le début de match, le tempo qu'on peut mettre en défense qui est très important et cette charnière Luka Karabatic et Ludovic Fabregas se fait un boulot monstre. Pour être en chambre avec Ludo, je sais qu'il bosse énormément. Il bosse énormément pour apporter les meilleures solutions. Et aujourd'hui, je suis très content que ça paye. Et comme tu l'as dit, les championnats, les grosses compétitions se gagnent surtout par la défense. Alors, on fait un dernier tour de questions. On enchaîne avec Arnaud Valadon. Oui, Valentin, est-ce que, au-delà de l'adversaire de la Hongrie, être à 60 minutes de retrouver le dernier carré d'une grande compétition, il y a aussi cette volonté après avoir, entre guillemets, remis les pendules à l'heure contre le Portugal, je vais utiliser notre expression, de remettre l'église au milieu du village et de voir l'équipe de France, quelque part, retrouver sa place dans un dernier carré? Oui, oui, par rapport à l'an dernier, c'est vrai que des derniers carrés, on en a fait quelques-uns sur les années précédentes. Ça s'est souvent soldé par une grosse désillusion en demi-finale. Aujourd'hui, nous avons abordé la compétition différemment, de par notre reconstruction et de par ce qui s'est passé contre la Serbie, avec avec de l'humilité, sans rien annoncer. On est tous agréablement surpris par notre parcours. Qui nous aurait dit il y a un mois qu'on allait faire 6 victoires en 6 matchs, en jouant en plus des grosses nations? Ben oui, on va continuer comme ça. On va continuer sur la pointe des pieds avec humilité à essayer de gravir les échelons, notamment face à la Hongrie. Et après, on aura vraiment à cœur de passer ce cap des demi-finales qui n'a pas été fait depuis très longtemps. Une question pour Pierrick Yvon de l'AFP. Est-ce que tu trouves que Michael Guigou a changé avec son rôle de capitaine? Est-ce qu'il a un rôle différent maintenant? Bah ouais,
J'aime bien voir Mika comme ça. Je l'ai connu à Montpellier quand il est très motivé comme ça. Il prend son rôle très à cœur. Et ça, c'est très bien. C'est très bien pour l'équipe d'avoir un joueur aussi expérimenté et d'une dans l'équipe et qui prend les devants comme ça et qui apporte toute son expérience, qui a les mots justes dans les moments importants. Donc oui, ça lui a donné un petit coup de jeunesse à notre Mika. Donc tant mieux pour lui, tant mieux pour nous. Ça peut être que bénéfique pour la suite. Allez, on prend la dernière question, nous vient de Bretagne, de West-France, de Christophe Delacroix. Ces Hongrois évoluent tous dans des gros clubs, des clubs de Ligue des Champions. En revanche, il y a moins de vécu en équipe nationale. Est-ce qu'à ce stade de la compétition, sur un match à élimination, tu penses que ça peut jouer en votre faveur? Non, je pense que ton premier argument, c'est celui qu'il faut garder. Beaucoup de joueurs évoluent ensemble en club. Beaucoup de joueurs sont habitués aux gros rendez-vous, notamment avec Szeged, avec Veszprém, avec tous ces clubs-là, même ceux qui jouent à Tatabánya avec l'European Handball League. Donc, et puis surtout, ils ont un staff très expérimenté, avec un Laszlo Nagy et un Chema Rodriguez qui, eux, ont aussi énormément d'expérience, en tant que joueurs en tout cas. Donc il faut se méfier de ça parce que ce sont des joueurs qui sont habitués aux grands rendez-vous. Ils ont tous des grosses responsabilités dans leur club. Donc c'est pour ça qu'il faut s'attendre à un match très compliqué contre une équipe très solide, très solidaire aussi, qui aura envie d'aller plus loin, ça c'est clair. Voilà, on va remercier Valentin et puis on va enchaîner dans une minute ou deux avec Dicamem. Merci Valentin. Merci à vous. Voilà, on vous retrouve avec cette fois Dicamem. On va prendre la première question avec Yann Ilvain. Oui, bonjour Dika. Tu as joué lors du match contre le Portugal un bon moment avec Nedim Remili, deux gauchers côte à côte. C'était, me semble-t-il, une des premières fois que vous faisiez ça sur cette durée. C'était comment pour toi? Salut. C'était un très bon moment. Après, c'est pas vraiment la première fois parce qu'on l'avait déjà essayé au Mondial en Allemagne quand je jouais plus demi-centre. Et du coup, on l'avait déjà fait, ça s'était super bien passé. Mais c'est vrai qu'après, ça a été mis un peu de côté. Et là, on l'a refait. Et vraiment, je pense que ça s'est bien passé. Nous, dans notre tête, on y pensait aussi depuis un petit moment. Parce que je sais qu'il est capable de jouer demi-centre. Et au final, avec le danger qu'il peut apporter de loin et aussi dans la vision du jeu qu'il a, bah, ça peut être aussi une solution. Donc je pense que ça s'est vraiment bien passé et il a fait un très bon travail en demi-centre. Arnaud Valadon, c'est à toi. Bonjour Dika, au-delà de la mauvaise soirée que vous avez un peu passée en pensant regarder un beau match hier Espagne-Hongrie, que penses-tu du fait que les Hongrois ont choisi délibérément de mettre des joueurs au repos et de vous affronter et de ne pas se battre pour la première place du groupe et donc de choisir de vous affronter? Qu'est-ce que tu en penses? Ça te vexe? Bah, si ça dépend comment tu le prends, mais effectivement, si tu le prends comme ça peut être vexant parce que voilà, c'est un peu, pour moi, c'est un peu un manque de respect. Après, il faut aussi se mettre de leur côté. Ils ont une équipe avec des joueurs super importants. On en joue tous les 2 jours. Et c'est vrai que, bah, au final, quand tu regardes bien, s'ils ne se reposent pas maintenant, ça va être compliqué de se reposer après. Donc, je ne sais pas si c'était leur intention ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont perdu l'Espagne et ils vont devoir affronter la France. Et ça va être. Ils vont jouer une belle équipe de France. Axel May pour Europe 1. Oui, bonjour. Justement, cette équipe de Hongrie, je ne vais pas vous demander le terme bateau, ça va être quoi la clé du match, mais comment vous la définiriez? C'est une équipe physiquement assez impressionnante, peut-être la plus physique que vous allez affronter depuis le début de ce mondial. C'est vrai que c'est une équipe assez physique. Il y a beaucoup de grands gabarits. Donc, comment on va l'aborder? Bah, on aura l'entraînement pour voir un peu qu'est-ce qu'on peut mettre en place contre eux. Mais je pense que ça va être une équipe qu'il va falloir faire bouger, justement dû
au grand gabarit. Bien sûr que oui, on peut aussi les attaquer en 1 contre 1, etc. Parce que voilà, c'est pas forcément les meilleurs défenseurs en 1 contre 1, mais le plus important, ça va être de les faire bouger, de faire vivre le ballon. Et ensuite, on verra exactement ce soir quelle combine on utilisera pour faire ça, justement. Éric Michel, Le Parisien. Bonjour. Peu de gens croyaient en vous quand vous êtes enfermé dans la bulle à Créteil il y a maintenant 3 semaines. 6 victoires plus tard, vous êtes en quart de finale avec un tableau peut-être, je dis bien peut-être, plus favorable que de l'autre côté. Est-ce que vous commencez à croire que dans 5 jours, vous pouvez aller au bout? Est-ce que ça commence à vous traverser l'esprit ou on prend match par match, évidemment? Bah, forcément, quand tu arrives à ce stade de la compétition, tu penses à aller au bout. Parce qu'au final, il reste que 3 matchs pour pouvoir aller au bout. Donc, tu as cette envie d'aller en finale. Après, c'est vrai qu'on vient de loin, on part de loin. Beaucoup de personnes, comme vous l'avez dit, n'y croyaient pas forcément. Mais voilà, on a mis on a beaucoup travaillé depuis depuis le 27, ceux qui étaient là, et le 31, ceux qui les ont rejoints après le Final Four. On a essayé de vraiment progresser en tant que groupe, et c'est ce qu'on est en train de faire durant cette compétition. Donc aujourd'hui, on est en quart de finale. Comme vous l'avez dit, on va prendre match après match, mais c'est clair que je pense dans la tête de tout le monde ici, notre but, mais depuis le début de la compétition, c'est d'aller au bout et d'avoir aucun regret, et c'est ce qu'on est en train de faire. On attend de voir Yann Ilvain de l'équipe. Oui, comment est-ce que tu trouves la manière dont Michael Higou et Lucas Ballot, qui sont les 2 derniers grands anciens, passent la main petit à petit à la nouvelle génération? Comment je pourrais expliquer ça? Bah, c'est des joueurs effectivement qui sont là depuis très longtemps, donc c'est souvent eux qui vont prendre la parole dans des réunions qu'on peut faire ou avant les matchs. Mais c'est vrai que voilà, aujourd'hui, par exemple, le coach a décidé de faire jouer les ailiers 30-30. C'est souvent eux qui commencent les matchs, donc ça montre l'importance que leur coach leur donne. Et après, la deuxième partie, c'est souvent Hugo ou Val de l'autre côté. Donc du coup, petit à petit, ouais, ils essaient de passer la main, ils essayent d'être... c'est pas forcément eux qu'on va entendre dans les temps morts ou des choses comme ça, mais pas parce qu'ils veulent pas parler, mais justement parce qu'ils, petit à petit, ils laissent aussi un peu ils passent la main, on va dire. Et je pense que c'est une bonne chose si on veut grandir en tant qu'équipe et avec tous les joueurs qui sont ici. On a besoin justement aussi d'un moment être pas mis au fait accompli, mais de nous laisser aussi un peu, de nous faire confiance tout simplement. Et voilà. Arnaud Valadon. Oui, Lika, est-ce que, au même titre que tes coéquipiers qui étaient au Final Four, il a fallu un peu de temps pour digérer physiquement et mentalement en début de préparation, et ce qui explique aussi que voilà, vous montez aussi en régime, et ça se traduit notamment également par ton dernier match où contre le Portugal, tu as été excellent. Est-ce qu'il a fallu un petit peu voilà, digérer tout ça de ce point de vue mental et physique? Bah, je vais parler pour moi du coup, parce que j'étais au Final Four. Je vais parler pour les autres joueurs, mais c'est vrai que ces Final Four, ça a été dur physiquement et mentalement. Pour ma part, avec mon équipe, on était à 2 doigts d'arriver au bout de la compète et gagner, et ça s'est pas fait. Donc c'était très dur mentalement. Après voilà, ça fait partie du sport. Je vais pas rester 100 ans sur une défaite. C'est passé, on va dire. Après, physiquement, le staff de l'équipe de France nous a quand même bien aidé en début de stage. Quand on est arrivé le 31, on ne s'est pas directement entraîné. Ils ont quand même fait attention à nous. Et ouais, petit à petit, il fallait qu'on se remette dedans parce qu'il y avait une compète à jouer. On n'avait pas beaucoup de temps. Il y a eu les 2 matchs face à la Serbie aussi. Donc, ouais, ça nous a permis de petit à petit monter en rythme. Après, si on parle de la compète, par exemple, je vais parler pour moi. C'est vrai que j'ai entendu pas mal de choses comme quoi j'étais pas forcément dans ma compète, ou alors j'ai apparu seulement contre le match de l'Islande. Ça, c'est la façon de chacun de penser. Le premier match, je commence pas forcément très bien. Je suis sur un 0 sur 4 au tir.
Mais si on s'arrête, comme je l'ai dit plusieurs fois, si on s'arrête seulement, il a mis 0 but et il a rien à... Ça, c'est vous qui le jugez. Moi, je pense que j'ai fait mon travail. Et à partir de ce match-là, j'ai toujours été présent quand on m'a appelé. Je suis dans une équipe où il y a beaucoup d'arrière droit, beaucoup de bons joueurs, et j'ai pas forcément, je joue pas autant qu'en club, donc c'est pas, je peux pas faire 10 sur 10 en 15 minutes. Mais c'est vrai que là, je pense qu'avec le coach, on a trouvé une façon de tourner et ça tourne super bien. Et là, on a encore trouvé une solution avec Nedim au centre, donc je pense que petit à petit, ça va vraiment bien prendre forme et que maintenant tout le monde sait ce qu'il a à faire. Et c'est comme ça qu'on va grandir. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense que ouais, tout le monde est en train de monter crescendo son niveau. Et il va falloir continuer à monter le niveau pour arriver au bout de la compète. On enchaîne avec Eric Michel. Oh, pardon, non, j'avais pas vu, j'avais pas. Alors, Yann pas baissé Ivan, ma main, pardon. Yann Ivan va enchaîner. Oui. Tim N'Guessan, qui est également ton coéquipier à Barcelone, a fait un retour fracassant. Est-ce que c'est enfin lui, l'arrière gauche que l'équipe de France attend depuis tant d'années? Ça a toujours été l'arrière gauche de l'équipe de France. Chaque fois qu'il a été là, il a essayé d'apporter le maximum. Moi, je le connais du club. C'est un super joueur. C'est quelqu'un qui peut apporter à l'équipe. Il n'hésite pas à aller au tir. Après, tu peux être en réussite ou pas, mais c'est quelqu'un qui va aller vers le but. Je pense que aussi la manière dont on joue maintenant, ou depuis le début de la compète, c'est un peu plus son style de jeu. C'est quelqu'un qui a besoin de jouer en cours, d'être lancé, etc. Et c'est vrai que quand on joue un peu plus à l'arrêt, c'est un peu plus difficile pour lui de s'exprimer. Mais Tim, depuis des années, c'est un super arrière gauche. Il fait des très belles saisons. Et voilà, il fallait juste trouver le petit truc qui allait le faire aussi bien jouer en équipe de France. Et je pense que là, la manière dont on joue actuellement, le fait de jouer un peu plus vite, de jouer un peu plus en course, c'est quelque chose qui l'aide beaucoup et on peut justement voir tout son potentiel. Arnaud Valadon. Oui, Nika, tu parlais de l'équilibre que vous avez trouvé, notamment avec Nedim sur la base arrière. Est-ce que tu vois justement Nedim, il prend beaucoup la parole lors des temps morts, on le voit vraiment s'affirmer. Est-ce que tu penses, pas maintenant, mais que tu sens chez lui l'ADN d'un futur capitaine de l'équipe de France et même peut-être plus tard un futur entraîneur, tellement on le sent impliqué, passionné et vraiment au cœur du jeu? Je le vois même directeur sportif, si vous voulez tout savoir. Non, mais en vrai, c'est quelqu'un de passionné et qui a de la voix. Sa voix, elle est importante dans le collectif. Il est quand même là depuis, je crois que sa première compétition, c'est 2016. Donc, c'est vrai qu'on est encore jeune. Il en a 25, j'en ai 23. Mais voilà, ça fait quand même un petit moment qu'on est là. Il joue dans un grand club. Il joue au PSG. Il est titulaire. Donc, l'expérience, il l'a. Donc, je pense qu'il est clairement en droit de parler durant ces temps morts. Et surtout que ce qu'il dit, c'est super important pour l'équipe. Ça peut être des petits détails. Donc, vraiment, je pense que dans les années à venir, ça va être quelqu'un qui aura un rôle très important en équipe de France. C'est un joueur déjà très bon et c'est un joueur que l'équipe de France aura besoin, même si les jours où, comme par exemple ça peut arriver, il n'est pas forcément réussi au tir, mais ça ne veut pas dire que c'est pas un bon joueur ou qu'il fait un mauvais match. Le dernier match, il fait 2 sur 7, mais pour moi, il fait un très bon match. Et ça, c'est ce qu'il faut qu'on arrive à comprendre aujourd'hui. Une question d'Isabelle Langer, RTL. Tout à l'heure, il y avait pas mal de questions posées sur les experts et Guillaume, comme Valentin disait que les experts, ils n'existaient plus. Comment vous avez envie qu'on vous appelle? Euh, Comme vous voulez, personnellement, je sais pas on n'est pas vraiment focus sur comment on devrait nous appeler. Ça, si j'ai bien compris, ça a souvent été les journalistes qui ont donné les noms aux équipes. Donc, nous, on n'a pas forcément envie, comme vous le sentez, en fait, on n'est pas vraiment focus là-dessus. Tout ce qu'on veut, nous, c'est essayer de remettre l'équipe de France là où elle doit être et continuer à grandir
en tant qu'équipe. On enchaîne avec une autre radio nationale, Axel May d'Europe 1. Oui, vous soulignez il y a quelques instants votre jeune âge, 23 ans. Il y a ce conseil de jeu qui a été mis en place. Vous, quel est le regard que vous portez sur ce conseil de jeu, alors sans être un conseil secret qui, vu l'extérieur, nous semble, enfin en tout cas moi, depuis Paris où je me trouve, un peu mystérieux. Ouais, c'est quelque chose qui a été mis en place avec le nouveau staff. Je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant. Ça permet d'avoir un dialogue entre les personnes qui sont à l'intérieur justement et le coach, et pour par la suite faire cette synthèse et parler devant tout le groupe. Je pense que depuis le début, il n'y a pas 50 000 réunions, mais les réunions qu'il y a eu avec ce conseil de jeu, justement, ça nous a permis après de faire des bonnes synthèses et d'être clair sur ce qu'on voulait faire quand tous les groupes étaient présents. Éric Michel pour le Parisien. Oui, là, c'est pas une erreur de manip. Tu as dit tout à l'heure que votre but, c'était de remettre l'équipe de France à sa place. C'est quoi sa place et qu'est-ce qui lui manque pour y retourner, ou y aller, ou y retourner? La place de l'équipe de France, c'est de faire partie des meilleures nations. La France a été la meilleure nation durant je ne sais combien d'années. Et aujourd'hui, on a eu 2-3 ans où on n'est pas forcément au niveau qu'on voulait être, surtout l'année dernière. Donc voilà, notre but, c'est vraiment d'arriver à essayer d'aller le plus loin possible, de gratter une médaille. Et je pense que ça ferait déjà beaucoup de bien à chaque joueur ici, dans la tête. Et ça montrerait aussi que voilà, l'équipe de France, c'est pas fini, et qu'avec le nouveau staff, les nouveaux joueurs qui sont là, etc., on a réussi à bien travailler et à justement revenir sur un podium. Après, une fois arrivé aux médailles, on verra laquelle on veut prendre, mais pour le moment, il faut déjà y arriver. Allez, on prend les deux dernières questions avec Arnaud Valadon et ensuite Yann Ilvagne. Arnaud, c'est à toi. Oui, Dika, un peu dans la continuité de la question précédente, est-ce que pour toi, ce France-Hongrie est la bascule pour dire si oui ou non les Bleus ont fait un bon mondial, ou pour toi, avoir su rebondir et faire 6 sur 6 d'entrée dans ce mondial est déjà quelque chose de positif pour cette compète, ou c'est le match de demain qui va définitivement valider, oui ou non, le fait que cette équipe de France a réussi sa compétition? Je pense que faut pas oublier comment ça s'est passé l'année dernière. Faut pas oublier d'où on vient, notre début d'année, nos 2 défaites face à la Serbie. On revient de très très loin. On revient de très très loin, et franchement, malgré ce qui a pu se passer, les matchs mal gérés, bien gérés ou pas, on est sur un 6 sur 6. Donc ça, faut le retenir. Mais on va pas non plus se cacher derrière ce 6 sur 6. Comme l'a dit Gino, j'ai déjà vu sur une ou deux interviews. Le dernier match, par exemple, contre le Portugal, on fait un super match. On parle d'une équipe de France retrouvée. Mais au final, ces matchs, ils nous donnent rien. Ils nous donnent une qualification pour les quarts de finale, mais ça ne nous donne pas de médaille, ça ne nous donne rien. Donc du coup, c'est vrai qu'on est sur 6 sur 6, c'est très bien. Et on est vraiment content de ça, parce que si on nous avait dit ça il y a un an, je pense qu'on l'aurait tous signé déjà. Mais bon, on a envie de plus. On a envie de plus. Et pour justement passer ce cap, ça passe par le match contre la Hongrie, pour s'ouvrir une opportunité de gagner des médailles. Donc c'est clair que le match de la Hongrie, je pense qu'aujourd'hui, c'est le match le plus important qu'on va avoir. Et après ce match-là, tout peut arriver. Mais vraiment, ce match contre la Hongrie, c'est un match qu'on a coché dans nos têtes. Et on va s'y préparer et on va tout faire pour gagner. Allez, dernière question pour Yann Ilvagne avant de libérer Dika. Oui, Dika, sur le terrain, ça rigole. Est-ce que dans la bulle aussi, dans la vie quotidienne, dans la bulle, tu es heureux? J'ai pas compris. Heureux. Oui, c'est vrai que c'est particulier, c'est la première fois, mais bon, c'est comme ça pour tout le monde. Je pense que normalement, quand tu es dans une compète comme ça, tu peux un peu t'évader, prendre l'air, etc., sortir de l'hôtel,
Là, en plus, on a la chance d'être dans un beau pays. On aurait pu faire de belles choses à l'extérieur pour justement s'aérer un peu l'esprit. Mais voilà, avec les règles sanitaires, bah, on peut pas. Mais voilà, c'est comme ça pour tout le monde. Et il faut qu'on essaye de rester focus sur notre objectif. On est venu avec des ambitions. Et là, on s'y approche. Donc, faut pas perdre le focus. C'est dur, la bulle, c'est long, etc. Mais on sait ce qu'on est venu faire et il va falloir aller le chercher dans la bulle. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup, Dika. Merci, Dika. Juste pour vous rappeler donc, que l'équipe de France affrontera demain soir, mercredi, la Hongrie en quart de finale, donc à 20h30 pour vous, mais c'est 21h30 de notre côté. On ne changera pas de salle et ce sera en direct sur beIN Sport 1 et sur TFX. Jeudi, on va se mettre dans une projection positive. Nous serions amenés à changer d'hôtel, donc je ne peux pas vous garantir que le point presse se déroulerait le jeudi, mais on aura à nouveau deux jours de transition dans cette hypothèse, jeudi, vendredi. Donc, on viendra vers vous soit mercredi soir tard, soit jeudi matin en fonction de notre logistique. Voilà, merci à toutes et à tous et à très vite. Ciao.